Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro. Merci de nous rejoindre sur Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'hyperconsommation. Pourquoi consommons-nous autant? Selon le magazine Forbes, le Nord-Américain moyen est exposé au quotidien à 10 000 publicités. Vous vous en rendez compte? Dans ce contexte d'hyperexposition aux biens de consommation, il est aisé de tomber dans l'hyperconsommation. Or, comme le démontre notre invité dans son essai « Trop, c'est comme pas assez », le plaisir d'acheter, ce n'est pas le bonheur. Pour elle, le bonheur se trouve complètement ailleurs. Nous recevons aujourd'hui Mylène Gilbert-Dumas. Elle a écrit une vingtaine de romans, dont quelques-uns pour la jeunesse. « Trop, c'est comme pas assez », paru aux éditions de l'Homme, est son premier essai. Cette réflexion sur l'argent, le temps, la liberté et le bonheur est le fruit d'un travail de recherche et également son expérience personnelle. Bonjour Madame Gilbert-Dumas, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour. Alors, je vais vous avouer quelque chose, d'accord, en tout début d'émission. Alors, je viens de commander une autre petite botte. J'adore les petites bottes, Madame Dumas, de toutes les couleurs. Et je pense que j'en ai une bonne dizaine. Alors, je voulais vous le déclarer parce que je dois vous dire par la suite, j'ai dévoré votre livre, Trop, c'est comme pas assez. Et je me suis reconnue à quelques paragraphes et j'ai eu tout le long des petits cas de conscience. Alors, je voulais vous le dire dès le départ. Donc, Madame Gilbert-Dumas, dans ce livre, vous invitez le lecteur à effectuer un virage en douceur vers la décroissance. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous-même, parce que vous avez une expérience personnelle, comment vous-même c'est arrivé dans votre vie, cette prise de conscience. Bien, pour commencer, il faut savoir que j'étais assez comme vous dans la vingtaine. J'avais des chaussures et des bottes et j'avais vraiment là beaucoup de vêtements, l'équivalent d'un grand walk-in, mais j'avais probablement pas loin de 50 ou 60 paires de chaussures. J'avais des vêtements, je pouvais facilement m'habiller pendant 2-3 mois sans jamais porter les mêmes vêtements, mais j'étais professeure au secondaire. Oui. Alors, les étudiants nous regardent, hein? Alors, oui. Alors, on sent ce regard-là. Mais j'avais plein d'autres choses mais j'étais enseignante. Mais en fait, c'est que je voulais pas devenir enseignante à l'origine. J'étais allée voir l'orienteur à l'université puis je lui avais dit je veux devenir écrivaine parce que contrairement à ce que vous avez dit dans l'introduction, j'ai écrit pour ados, mais j'ai seulement écrit 3 livres pour ados sur 21. Alors j'écris pour adultes habituellement. Et c'est ça. Et l'orienteur, c'était un homme brillant. Il savait très bien que les auteurs, c'est des gens pauvres, c'est difficile de tirer son épingle du jeu là-dedans. C'est un métier précaire qui est tributaire des ventes de livres. Alors, il m'a orientée en enseignement du français en me disant, là, vous avez 2 mois de vacances pendant l'été, vous écrirez pendant ce temps-là. C'est pas un mauvais conseil dans le sens que je suis allée faire mon cours en enseignement, puis ensuite j'ai travaillé comme enseignante pendant 12 ans. Sauf que c'est pas ça que je voulais faire, enseigner. Puis un jeune prof, ce qu'on réalise pas souvent, c'est qu'un jeune professeur qui commence, il prépare des cours, il donne des cours et il corrige en français. C'est tout ce qu'on fait. Ça remplit nos journées au complet. Et la fin de semaine, et le soir. Et ce qui fait que à 30 ans, moi, j'avais pas écrit une ligne encore. Parce que je travaillais tout le temps. Puis quand l'été arrivait, contrairement à ce que m'avait dit l'orienteur, c'est parce que les enseignants, quand l'été arrive, à la fin du mois de juin, sont brûlés. Alors, pendant 3 semaines, on peut rien faire. On est juste brûlé. Et on recommence à préparer les cours à partir du mois d'août, du milieu du mois d'août. Alors, il restait pas beaucoup de temps pour écrire, contrairement à ce qu'ils pensaient. C'est une belle image qu'on a que les enseignants ont 2 mois de vacances, mais on ignore, quand on pense ça, dans quel état ils arrivent là, à la fin de l'année scolaire. Alors, j'aurais probablement continué d'enseigner si c'était pas produit dans ma vie un événement marquant. Comme je vous ai dit, j'allais avoir 30 ans et j'avais pas écrit une ligne. Puis 30 ans, c'est sûr que
quand on arrive à 30 ans, si on a eu un peu de jugeote, on y pense, on se dit, bon, ben il y a le tiers de ma vie de passé, la moitié si je suis pas chanceuse. On y pense un peu, là. Oui. Mais moi, j'avais un ami qui, quand j'avais 23 ans, lui, il était plus âgé que moi. Il a pris une pré-retraite. Il avait 55 ans. Il a pris une pré-retraite pour peindre parce qu'il avait toujours voulu peindre. Et il n'avait pas eu... il avait beaucoup d'argent. Il travaillait comme courtier immobilier. Il mangeait dans les grands restaurants. Il voyageait. Il menait vraiment la grosse vie avec un bel appartement et tout. Mais en dedans de lui, il voulait peindre. Alors, il a pris une pré-retraite à 55 ans. Il est obligé de déménager, évidemment, parce que le montant de sa pension ne suffisait pas à payer le loyer en question, le gros loyer. Et il s'est retrouvé dans un petit appartement dans un quartier modeste à Québec, à vivre très, très simplement. Puis moi, je venais d'avoir mon bébé, alors j'allais le voir. Puis là, on parlait des livres que j'écrirais un jour. Puis lui, pendant que lui peignait ses tableaux, puis... On tripait vraiment sur ce qu'on était en train de, ce que j'allais faire et ce que lui était en train de faire. Mais j'avais 23 ans, mais je comprenais pas comment il avait pu renoncer à tout le confort moderne, je veux dire, là, à tout l'argent qui rentrait et tout ça pour triper sur ce qu'il faisait, mais il était vraiment heureux. Et quand il a eu 60 ans, il a fait un AVC. Mm-hmm. Il a paralysé la moitié. Et quand je suis allée le voir à l'hôpital, j'approchais de la trentaine, là, puis il m'a dit, attends pas d'être rendu à la retraite pour écrire. Tu sais pas si tu vas te rendre là, regarde-moi. Puis effectivement, j'avais commencé à enseigner pendant que lui continuait de peindre. Là, j'avais commencé ma carrière d'enseignante. Puis j'étais effectivement arrivée à la conclusion que je travaillais tellement qu'il n'y avait pas de place pour que je puisse écrire un livre. Alors, je m'étais dit, je vais faire comme Wilfrid à 55 ans, je vais prendre ma pré-retraite, puis je vais écrire. Mais là, lui, il venait de me mettre en pleine face que je ne sais pas dans quel état j'arriverais là. Et effectivement, lui, il a fait un deuxième AVC 2 ans plus tard, puis il est décédé. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a rentré dedans. Ça a tellement été... Je me disais, s'il n'avait pas pris sa pré-retraite, il n'aurait jamais peint, alors que c'est ça qu'il portait vraiment. Là, c'était ça qui le rendait heureux. Et moi, j'allais avoir 30 ans, puis je me suis dit, OK, je peux pas attendre à la fin pour faire ça. Je peux pas attendre de prendre ma pré-retraite. Toutes ces années-là vont être passées, puis j'ai trop de choses, trop d'histoires à raconter. Alors, j'ai examiné comment je vivais. Et moi, j'étais la parfaite hyper-consommatrice, là. J'avais tout ce que j'avais fait, je l'avais fait à crédit, c'est pas compliqué. Alors, oui. Mon salaire rentrait, puis il était réparti entre les différentes dettes que j'avais. Et je voyais pas l'heure de reprendre le dessus de mes finances. Si je continuais à vivre comme ça, c'était impossible. Alors, j'ai examiné chacun des aspects, où est-ce qu'allait mon argent. Je commençais par le suivre à la trace pour savoir comment je le dépensais. Okay. Puis ensuite, je me suis dit, OK, une fois que j'ai trouvé où je mets mon argent, maintenant, après ça, j'ai décidé, OK, faut que je coupe dans le gras. Vous savez, les affaires qui ne sont pas nécessaires pour pouvoir vivre avec moins, pour pouvoir rembourser mes dettes, puis ensuite pouvoir travailler moins à l'école. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle très bien parce que ma fille était rendue, elle arrivée à l'adolescence, puis elle a vraiment trouvé ça très difficile que je coupe le câble. La télévision, pour elle, c'était la fin du monde que je coupe ça. Puis c'est drôle parce qu'elle me disait toujours, en tout cas, moi, j'accepterai jamais d'être auteur, j'accepterai jamais d'être pauvre. Mais ça, c'était le début de ma carrière, là. Je voulais écrire, je travaillais moins pour pouvoir... Alors, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais mon objectif, il était à plus long terme que ça. Mais vous savez, une ado, ça passe pas si loin. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, elle est rendue à 30 ans, elle n'a pas de TV. Ah bon? Alors, tout ça toujours rigolo. Oui. Mais c'est ça. Alors, j'ai vraiment effectué... Le mot n'existait pas. Hein. C'est dans les années 90. Mm-hmm. Le mot décroissance, ça existait. Il n'était pas à la mode encore. Alors, autour de moi, personne ne comprenait pourquoi tout à coup, j'avais plus de télé, pourquoi j'achetais plus de linge, comment faisais pour réduire le maximum de toutes mes dépenses, parce que j'avais mon objectif. Mon objectif, c'était de payer mes dettes pour pouvoir écrire, prendre du temps à l'école pour travailler moins, premièrement, parce qu'un professeur a une grosse charge de travail. Moi, je voulais une charge de travail à temps partiel. Mais pour faire ça, il faut pas avoir besoin du plein salaire, vous comprenez? Oui, puis vous étiez dans votre passion aussi. Oui, c'est ça, mais l'écriture, c'est ça que je voulais faire. Alors, j'ai écrit mon premier livre à temps partiel. Ça m'a pris 5 ans, en me levant à 4 heures du matin, avant d'aller à l'école. Puis là, j'avais moins de travail, fait que je pouvais gérer mon temps autrement. Puis quand mon livre est sorti, il a eu le prix Robert Clich.
Alors, j'avais écrit, entre le moment où j'avais envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition, j'avais écrit un roman jeunesse parce que je travaillais avec les jeunes, j'étais au professeur au secondaire. Et celui-là, quand il est sorti l'année suivante, puis il a eu un saut d'argent, M. Christie, puis la même année, mon premier roman a été finaliste au prix de la Relève Archambault. Alors, j'avais 2 livres de sortie, mais j'avais un prix et 2 mentions pour ça. Alors, je me suis dit, bon, je suis pas dans le champ, là, c'est vraiment ça que je voulais faire, j'avais vraiment ça dedans de moi. Alors là, j'ai fait le saut. Et ça c'était un move. J'avais 35 ans et c'était un des gestes les plus courageux que j'ai fait dans ma vie. C'était, je voulais vivre de ma plume. Alors, j'avais tellement réduit au maximum mes dépenses. Puis j'étais rendue que j'avais un peu d'argent de côté. Fait que je me suis dit, je vais vivre très simplement avec ça. Mais je veux écrire. Puis finalement, quand mon 2e roman historique est sorti, je suis arrivée au Salon du Livre de Montréal et j'avais ma file. Puis vous savez, pour un auteur, arriver à son kiosque pour signer, puis il y a une file de gens qui attendent pour lire le livre. Alors, je me suis dit, OK, je suis vraiment à ma place. Alors l'année suivante, j'ai donné ma démission de l'école et là, je fais ça depuis ce temps-là. J'ai mon 21e livre qui va sortir le 17 février. Et je fais que ça comme travail. Donc, je suis archi-disciplinée parce que sinon, j'y arriverais pas. Là. Faut vraiment que... Parce que vous savez, les auteurs, on est payés une fois par année. Alors, quand le gros chèque arrive, si on part sur une ballonne avec ça, on n'a plus d'argent pour le reste de l'année. Alors, il faut être très, très, très discipliné. Je vivais avant la pandémie avec 20 000 par année. Pour moi, c'était suffisant pour payer mes choses. Là, la pandémie a vraiment fait exploser le coût d'à peu près tout. Là. Oui, en effet. Alors là, je vais avoir besoin de 25 000 parce que j'y arriverai plus avec juste 20 000, même en vivant très, très simplement parce que le prix de l'épicerie, entre autres, ça a vraiment beaucoup monté. Mais tout, en fait, il y a rien qui est au prix où c'était avant qu'on tombe en pandémie. Alors, mais c'est ça. Alors ça, en gros, c'est mon histoire. Maintenant, je fais juste ça. Oui. Je voyage parce que comme je vis très simplement, même quand les chèques sont plus gros, moi, je prends seulement je prenais seulement mon 20 000 pour vivre. Alors, j'avais toujours l'argent de côté pour pouvoir faire les trips qui m'intéressaient. Alors, j'ai beaucoup voyagé parce que les voyages, pour moi, ça me nourrit et ça sert ensuite mon écriture. Quand j'écris mes romans, il y a toujours un fond qui est lié à mes voyages. Madame Dumas? Oui, voilà. Donc, je vais juste vous arrêter parce qu'on va aller dans une petite pause, mais il y a des choses intéressantes que je veux vraiment revenir dans ce que vous avez dit. Alors, je suis avec Madame Gilbert Dumas et nous allons à une pause musicale. On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la work food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 green,
On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du green, 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 greenwashing. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. Green, 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 greenwashing. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les astres. On veut du green, 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 greenwashing. Nous sommes de retour avec Madame Gilberte Dumas, autrice du livre Trop, c'est comme pas assez. Madame Gilberte Dumas, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans le début, c'est-à-dire vous avez fait le choix d'être dans votre passion, hein, et puis ce sont des choix parfois difficiles pour nous, et je vais vous amener directement dans un passage de votre livre, moi qui m'a beaucoup interpellée. Vous dites que le plaisir n'est pas le bonheur. Puis ça, j'aimerais vraiment que vous expliquiez la différence. Oui, absolument. C'est intéressant parce que c'est des choses... Bon, avant de faire la recherche, j'ai fait beaucoup de recherches pour ce livre-là, et j'avais comme tout le monde l'image que c'était pas mal la même chose, le plaisir puis le bonheur. C'est une sensation, le fun, on en veut encore, on est bien. Mais en fait, bon, il y a des gens qui sont nés avec un niveau de bonheur plus élevé que d'autres, c'est naturel chez eux. Mais au-delà de ça, le bonheur, c'est une partie, ça revient à ce qu'on sécrète dans notre cerveau. Alors, le bonheur, il est lié au niveau de sérotonine qu'on a dans notre cerveau. Alors, les antidépresseurs, ce sont en fait la plupart du temps des capteurs de sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est justement ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, si on veut. Là, quand on a beaucoup de sérotonine qui est bien captée, qui vient assimiler, on est heureux. Et l'opposé de ça, c'est que le plaisir, lui, il produit de la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui nous donne du plaisir, qui nous rend excités. Et qu'on trouve ça vraiment le fun. Par exemple, si on gagne à la loterie ou si on mange un morceau de chocolat. Ça fait de la dopamine au cerveau. Et la grosse différence entre les deux, c'est que quand c'est du bonheur puis que c'est la sérotonine qui est en plus grande quantité dans notre cerveau, on se dit, mon Dieu, je suis bien, j'ai besoin de rien d'autre. Et quand c'est le plaisir qui est actif et qui fait donc sécréter de la dopamine au cerveau, on se dit, oh mon Dieu, c'est le fun, j'en veux encore. Mm-hmm. Alors la différence, elle est là. Et c'est ce qui fait que quand on est capable d'être satisfait de ce qu'on a, puis qu'on est heureux dans ce qu'on fait et dans ce qui est là, c'est pas le plaisir qui nous habite, c'est vraiment un état de bonheur. C'est pas excitant, le bonheur, c'est un effet calmant. C'est moi dans mon jardin, parce que j'ai un jardin. Moi, je m'assois dans mon jardin, puis j'ai besoin de rien d'autre. Je peux passer 1 heure là à désherber, à regarder mes plantes qui poussent, puis à choisir ce que je vais manger pour souper, et ça me convient tout à fait. C'est vraiment un état d'esprit apaisant. Alors que ce qui nous excite, par exemple, quand je pars en voyage, mais ça, quand on est en voyage, c'est le plaisir qui est là, et on est nourri par la dopamine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire notre vie en étant seulement nourri avec la dopamine parce que ça sécrète. Il y a une partie qui s'appelle l'accoutumance, qu'on appelle aussi l'adaptation hédoniste. Oui. C'est qu'on s'habitue à tout. Alors, quelque chose qui nous fait triper et qu'on trouve donc ça extraordinaire, on s'y habitue. Oui. Et après ça, ça nous fait plus d'effet. Donc, ça prend une autre chose pour pouvoir... Alors, c'est le problème avec la drogue, c'est le problème avec les écrans, c'est le problème avec une grande partie de ce qu'on a, même avec le chocolat. Vous savez, c'est rare les gens qui sont capables de se contenter d'en prendre juste un morceau. Juste un morceau. Les chips. Les chips, c'est ça. Tout ce qui nous amène, qui amène le plaisir. Alors... quand le livre est sorti, j'ai un médecin qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait lu mon livre et qu'elle avait trouvé là-dedans quelque chose qu'elle avait vu brièvement pendant ses études, mais elle n'avait jamais vu aussi bien illustré. Et c'était que je faisais la distinction entre les deux. Oui. Et que les gens qui sont toujours à la recherche de plaisir, ils sont misérables finalement. Ils sont pas, c'est pas des gens heureux. Puis souvent, parce que vous savez, le bonheur puis le plaisir, c'est pas la même chose. Puis là, si c'était si facile qu'on pouvait acheter, parce que le plaisir, ça s'achète, c'est facile. Hein? Mm-hmm. Acheter le chocolat, acheter le voyage, on peut faire même passer avec la carte de crédit qui fait tic-tic quand on va payer à la caisse, ça nous donne une dose de dopamine, parce qu'on a quelque chose de nouveau. Oui. Alors, tout ça, c'est des choses qui s'achètent, alors que le bonheur, ça s'achète pas. C'est que le bonheur, vu que c'est un état
intérieure de paix. Alors, c'est pas excitant. Alors, elle avait remarqué que chez ses patients, soit qui consommaient, soit qu'ils étaient vraiment dans la quête de plaisir, c'est à eux qu'elle prescrivait des antidépresseurs. Et que les autres qui étaient satisfaits de comment ils vivaient, qui étaient heureux dans leur petit bonheur tranquille, bien, eux autres, elle n'avait pas besoin de leur prescrire de médicaments. Alors, elle m'avait dit, c'est comme, j'avais mis la lumière sur un point où ce qu'elle n'avait pas saisi exactement cette partie. Mais c'est exactement vrai. J'ai fait la recherche sur ça. C'est le docteur Lustig, qui est un neurologue, qui a tout fait un superbe livre qui s'appelle, en anglais, c'est The Hacking of the American Mind. Et lui, il dit, à partir du moment où on a mis du sucre dans notre nourriture, on a commencé à stimuler constamment la dopamine. Et depuis ce temps-là, on est devenu en Occident un peuple de drogués, dans le sens qu'il y a toutes sortes de substances qu'on va consommer, là, mais entre autres le sucre. On a une épidémie d'obésité, on le sait, et c'est lié au fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. La seule façon de ne pas avoir de sucre dans notre nourriture, c'est de cuisiner soi-même. Oui, c'est ce qui s'explique par l'hyperconsommation. Donc, pour ceux et celles qui viennent de nous joindre, je suis en compagnie de Mylène Gilbert-Dumas, alors autrice du livre « Trop, c'est comme pas assez ». Donc, Madame Gilbert-Dumas, on va... alors, on est dans l'addiction, là, dans l'hyperconsommation, et on veut toujours plus. Comment... puis on connaît tout le phénomène des voisins gonflables, c'est-à-dire que il y a une compétition, on se compare. Alors, on parle d'hyperconsommation, mais on parle aussi d'une prise de conscience qu'on consomme trop. Qu'est-ce qui serait, selon vous, les éléments positifs de cette prise de conscience de notre hyperconsommation? Bien, en fait, vous savez, le fait d'acheter, vous avez dit en ouverture d'émission que le Nord-Américain moyen est soumis à 10 000 publicités. Oui. Il manquait le petit bout, 10 000 publicités par jour et probablement plus. Alors, on est constamment bombardé de publicités, ce qui fait que c'est très difficile de savoir si on veut vraiment acheter la chose ou si on est poussé par la publicité pour l'acheter. Et vous connaissez certainement la phrase de Pierre-Yves McSween, « En as-tu vraiment besoin? » Il y avait son livre avec ça. Mais Damien Elgat, qui est un professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, a repris ça en disant, la question qu'il faudrait se poser, c'est pas tellement « En as-tu vraiment besoin? » Parce que ça, on est capable de justifier chacun de nos achats. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je pense que j'en ai vraiment besoin? Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que on est la seule. On pense que si on a acheté les choses, que c'est un geste de liberté parce que je pars puis je vais l'acheter, mais en fait, c'est un geste de soumission parce qu'on on se soumet sans s'en rendre compte à la publicité. Puis vous avez parlé tout à l'heure de la partie de l'addiction, la partie qui s'appelle ce qui se trouve derrière le voisin gonflable, entre autres aussi, c'est l'adaptation hédoniste. Il y a la comparaison sociale. On veut autant que notre voisin, mais en mieux. Oui. Et notre voisin étant tout le monde, hein, c'est le voisin métaphorique ici, là. Et on veut, mais aussi, à chaque fois qu'on a quelque chose, on s'adapte. Et je vais vous poser la question, je vais juste soulever un point que j'ai soulevé dans mon livre d'ailleurs. Oui. Personne ne se souvient de l'émotion ressentie quand il a acheté son avant-dernier téléphone cellulaire. Tout à fait. Alors, on s'est habitué, c'est plus là. Alors que quand on vit des choses, ce qui est pour moi devenu mon mode de vie, c'est que moi, j'aime vivre intensément les choses que je fais. Et quand on vit les choses, on fait des choses avec d'autres, parce que contrairement au plaisir qui vient souvent, on dit, vous savez l'expression prendre plaisir. Donc, ça veut dire qu'on prend pour soi-même. Le bonheur, ça vient souvent dans l'acte de donner et de faire des choses. Alors, le fait de prendre soin, par exemple, moi, je garde de temps en temps la fille de ma voisine congolaise. Je vous jure que ces après-midi-là sont d'un bonheur incroyable. On cuisine, elle a 3 ans, j'ai un plaisir fou avec elle. C'est juste le fait d'être ensemble et de transmettre quelque chose à une autre personne, ça nous comble. Alors, c'est la même chose quand si on va chercher pour et avoir la même chose que le voisin, mais en mieux, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, ça. Il va toujours avoir d'autres choses. Puis la publicité, elle est là pour nous le montrer. Vous le valez bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette publicité-là. C'était pour le voler parce que vous le valez bien. Et la partie, maintenant, quand je lis les revues, je me rappelle quand j'étais en train d'écrire ce livre-là, des revues qui titraient « Gâtez-vous ».
puis parce que vous le méritez. Oui. Et ça, c'est la ligne. C'est fascinant, ça, parce qu'on cible les femmes avec cette phrase-là. Exactement. Je voulais, Oui. avec cette question-là, est-ce qu'il y a une différence entre la consommation des femmes et celle des hommes? Bien, il y en a une. Il y en a une, absolument. Premièrement, où on va cibler les femmes, bon, les hommes, on va aller dans les outils, quoique de plus en plus, il va y avoir quand même les produits de beauté, mais les femmes, les maquillages, les produits de beauté, toutes les petites crèmes, les vêtements, où on accuse les femmes d'être négligées si elles ne suivent pas la mode, si elles ne sont pas allées faire leurs cheveux pour pas avoir de repousse. Oui. On juge vraiment le corps des femmes à partir de ce jugement-là encourage la consommation, parce qu'on ne peut pas avoir recevoir le jugement négatif de la part des autres, de la part, malheureusement, aussi souvent des femmes qui jugent les autres femmes. Mais c'est ça, mais toutes les choses, en fait, c'est intéressant. Quand on veut voir où se trouve la consommation principale des femmes, on peut regarder dans le courant minimaliste. Oui. Quand c'est le temps de se départir des choses inutiles, dans ce courant-là, qui revient à retourner à la source, de se départir. Moi, je ne suis pas du tout dans ce mouvement-là. Ma maison, c'est même maximaliste. J'ai des livres du mur à mur. Oui. Mais quand on va là, on va regarder, on va dire, bon, il y a trop de vaisselle, il y a trop de matériel, de choses qui vont traîner dans la maison, il y a trop de vêtements, il y a trop de souliers, il y a trop de maquillage. Mais on va pas dire qu'il y a trop d'outils. Mais non, parce que les outils, c'est utile. Mais on va dire qu'il y a trop de vaisselle dans l'armoire, par contre. Vous savez? Alors, c'est facile de savoir comment on cible les femmes. On a juste à regarder le mouvement contraire. Qu'est-ce qui va dire qui est de trop? Oui. C'est ces choses-là. Puis, vous savez, la coiffeuse, moi, j'ai tout fait. Hein. J'avais l'esthéticienne, la coiffeuse, c'était toutes les mois, l'ensemble de tout ça. Alors, je connais toute cette partie-là. Et ce qui est fascinant, c'est que c'était jamais assez. En effet. Alors, le jour où j'ai dit, OK, mais j'ai arrêté de me teindre les cheveux, j'ai dit à la coiffeuse, j'ai dit, maintenant, tu me coupes les cheveux jusqu'à temps pour que je puisse avoir plus de colorant dedans. Et ça a changé ma vie. J'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux. C'est mon doux, qu'est-ce que j'ai fait avant. Mais aussi, j'ai beaucoup plus d'argent. Parce que, bon, c'est sûr que je vais plus chez l'esthéticienne, je fais plus rien de ça, mais je vis très, très simplement. Oui. Donc, vous n'avez pas attendu la pandémie pour laisser les cheveux blancs. Non, mais j'ai trouvé bien dans la pandémie. J'ai trouvé ça extraordinaire au début parce que je suivais sur mon fil Facebook de voir les courants que ça prenait. Le retour à la cuisine. Mon doux, moi, j'en parle dans mon livre parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a du sucre dans tout pour nous garder accros, là. Alors, quand les gens se mettent à cuisiner et qui contrôlent eux-mêmes ce qu'ils mettent dans la nourriture, ça fait toute la grosse différence. La pandémie a montré ça. Mais la pandémie a aussi montré comment manger ensemble. On en parle après la pause, Madame Gilbert Dumas, trop intéressant. Donc, tout de suite. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je suis toujours en compagnie de Mylène Gilbert Dumas, autrice du livre « Trop, c'est comme pas assez ». Madame Gilbert Dumas, on parlait de choses tellement intéressantes avant la pause. On a terminé sur comment retrouver le plaisir de faire la cuisine nous-mêmes. C'est un plaisir qu'on peut même partager entre amis avec notre conjoint aussi. Ça m'amène à vraiment vous poser la question avec on retrouve tous ces plaisirs, bonheur, parce qu'on parle on va même jusqu'au bonheur dans ce sens-là. L'hyperconsommation a un effet néfaste sur la qualité de notre vie. Pouvez-vous nous en parler? Oui, parce que premièrement, on a un temps limité. Sur la Terre, on est tous ici pour un temps limité. Donc, on pourra pas tout faire. Et on a un montant d'argent limité. Chaque personne a juste son salaire. Oui. Et si on essaye de suivre la mode et de suivre de faire tout ce qu'on pense qu'on devrait faire et qui nous est vendu par la publicité, on n'aura jamais assez d'argent de le faire. On est toujours frustré parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne pourra pas faire. Alors que si on regarde ce qu'on fait on choisit, en fait, c'est toujours une question de choix. Vous savez, quand j'ai fait pris ma décision, ça a été vraiment ça. Ça a été de regarder parmi tout ce que m'offre la vie,
qu'est-ce que je vais choisir là-dedans? Et c'était la même chose avec mes finances. Les finances, c'est exactement ça. Est-ce que j'ai envie de dépenser de l'argent pour une voiture? Ma réponse, c'était non. Je me suis organisée pour vivre dans le centre-ville parce que je voulais pas avoir de voiture. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir une maison versus un appartement? Oui, parce que je vais pouvoir avoir un jardin, ce qui n'est pas possible. Alors, mais il fallait vraiment regarder chaque point. Et ça, la société d'hyperconsommation ne veut pas ça. Elle veut que vous vouliez tout. On veut tout avoir. Mm-hmm. Alors, dans ce sens-là, on est esclave. Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est même pas bon pour la planète. Dans le sens, moi, j'ai traversé l'Atlantique en cargo porte-conteneur. Ça fait partie de mes voyages parce que je voulais mesurer la distance qui sépare l'Europe de l'Amérique parce que mes ancêtres sont venus ici en bateau. OK. Alors, j'ai traversé l'Atlantique en cargo porte-conteneur et je peux vous dire que c'est loin et qu'on en brûle du pétrole pour traverser, rapporter tout ça. Alors qu'on n'a pas, vous savez, nos vêtements sont fabriqués en Asie. Le coton, c'est la deuxième industrie la plus polluante après les industries pétrolières. Et là, on importe tous ces vêtements-là d'Asie qui nous arrivent ici, qui nous sont vendus pas cher parce que le prix des vêtements a baissé en 50 ans parce qu'au lieu de les faire ici, les vêtements comme on faisait avant, on les fait faire en Asie maintenant. Donc, il y a des soldes, quand vous allez dans les magasins, puis on liquide des vêtements à 10, 15 $, ben, faut penser que quand ils les vendaient 50, premièrement, ils faisaient beaucoup d'argent dessus. Mais deuxièmement, c'est que ces vêtements-là, des fois, c'est pas de la grande qualité quand ça nous arrive d'Asie. Oui. On les lave, ils sont déjà finis, ou ils refoulent, mais le pire, c'est que quand ils sont démodés très vite, ou c'est de mauvaise qualité, ou ils sont démodés très vite, alors on les envoie, dans les meilleurs des cas, dans les friperies, ou les centres de récupération, et eux, ils vont trier ce qui est le mieux, qu'ils vont renvoyer dans des réseaux de friperies spécialisés, et le reste des vêtements, ils sont renvoyés en Asie. Ah oui. Dans les conteneurs à déchets. Alors quand on a fait le voyage, comme moi, la quantité d'essence consommée pour les voyages, c'est énorme. Alors nous autres, on transportait en partie. Je savais qu'il y avait des bananes sur le bateau. Moi, j'ai plus jamais vu mes bananes de la même manière. Je suis revenue de voyage. Là, je le sais, le voyage qu'elles ont fait, ces bananes-là. Mais c'est la même chose pour nos vêtements. Alors, si on est tout le temps en train de renouveler notre garde-robe, ce que la mode voudrait nous faire faire, c'est bien. La pandémie a montré ça, que c'était peut-être pas nécessaire. Moi, je trouvais ça assez génial. C'est un des beaux effets secondaires de la pandémie. Mais ça en plus de polluer au niveau des déchets qui restent, on a aussi tout le transport de la marchandise qui est fait soit en avion, soit en bateau, mais d'une manière comme d'une autre, pour le transport, ça prend de l'énergie, ça prend du pétrole. Mm-hmm. Vous avez justement parlé de la pandémie, là. Selon vous, est-ce que, avec ce que vous voyez autour de vous, est-ce qu'il y a eu une réelle prise de conscience de certaines personnes, parce qu'on ne peut pas dire en grande majorité, de cette hyperconsommation, puis de réduire. Bon, lorsqu'on parle au niveau des femmes, je sais que, bon, on a arrêté de faire nos ongles, les pédicures, la coiffure, etc. Mais est-ce que ça va rester selon vous? Parce que pourquoi je vous demande ça, c'est le fait que on voit aussi entre les confinements, déconfinements, dès qu'on déconfine, ben on arrive à remonter notre niveau aussi de dépenses. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que ça a fait un réel effet? Non. OK. Non. En fait, je suis pas une experte. Hein. Moi, j'ai mes propres observations. Mais vous savez, l'idée, elle est derrière mon livre. C'est pas de ne pas dépenser son argent. C'est de toute façon, à moins de vouloir laisser notre argent à nos enfants, on va tout le dépenser avant de mourir. Oui. L'idée derrière mon livre, c'était plus de choisir ce qu'on allait faire avec pour faire de notre vie quelque chose qui est à la hauteur qu'on veut que ce soit. Oui. Et mon livre, le titre, c'est trop, c'est comme passé, mais c'est écrit aussi Réflexion sur l'argent, le temps, la liberté et le bonheur. Et l'enseignante qui avait un salaire, j'avais un gros salaire, vous savez, là, les enseignants ont des bons salaires, une permanence, une sécurité d'emploi, elle n'avait pas le tiers de la liberté que j'ai maintenant. Okay. Alors, la question, elle est plus là, elle est plus dans mon livre, c'est plus de reprendre soi-même le contrôle et non pas d'être la victime de ça. Alors, la personne pour qui son apparence physique, c'est important, puis d'aller chez l'esthéticienne, puis la pédicure et tout ça, c'est important. Si c'est son choix, qu'elle est consciente qu'elle ne peut pas tout faire, mais que ça, pour cette personne-là, c'est important qu'elle y aille, parce que pour elle, c'est important. Pour moi, ça ne l'est pas, mais moi, j'ai séjourné assez longtemps et souvent au Yukon pour savoir
que je me reconnaissais beaucoup plus dans les valeurs yukonaises que dans la valeur les valeurs des citadines avec les ongles faits et les cheveux faits et tout ça. Alors ça, mais chaque personne est différente. Je peux pas juger les priorités des autres, mais le message qu'on a en hyperconsommation, c'est qu'il y en a comme pas de priorité. C'est tout égal, il faut tout avoir. Oui. Alors, dans ce sens-là, si la pandémie a mis une chose de l'avant, c'était qu'on a besoin de voir les autres. Ça, on s'en est vraiment rendu compte. Oui. Manger ensemble, c'est important. On le sait, on en a été privés pendant 2 ans. Et ça, manger avec les autres, en plus, ça augmente le niveau de bonheur parce que quand on est avec les autres, et ça, on l'a vu, parce que là, il y a tellement de gens qui souffrent de problèmes psychologiques. La santé mentale, on en parle, mais ça a été accentué vraiment par la pandémie. On découvre tout à coup ce qu'on savait avant la pandémie, c'est que la solitude, ça tue. C'est le 2e tueur après le tabac. La cigarette, alors c'est extrêmement dommageable, la solitude. Et là, le fait de manger ensemble, non seulement ça procure du bonheur, ça coûte moins cher, ça nous rend beaucoup plus proches des autres, et ça a énormément de valeur. Et ça permet de relativiser tous les autres. Moi, ce que j'espère, c'est que quand on va déconfiner, le goût qu'on a de voir les autres va rester. Parce qu'avant la pandémie, il y avait beaucoup de solitude. L'actualité avait fait un immense dossier sur ça. En Angleterre, ils ont un ministre de la solitude. En fait, lui, il est là pour essayer de diminuer ça, parce qu'on sait que la solitude, c'est néfaste. Mais là, on a vu, ça a été tellement accentué avec la pandémie que j'espère que cet aspect-là va rester après. L'importance d'être ensemble, puis de voir du monde, puis de manger avec les autres. Puis quand j'étais au Yukon, c'était très drôle parce que après 2 mois au Yukon, à Dawson City, je connaissais quasiment tout le monde. Et il y avait une femme qui vivait là depuis 2 ans, puis elle m'a dit, ça n'a pas de bon sens. Tu as plus d'amis ici en 2 mois que moi en 2 ans. J'ai dit, oui, mais la différence, c'est que moi, tout le monde, je les invitais toujours à souper. Je voulais qu'ils me parlent de leurs histoires, je voulais connaître les gens. Alors, inviter les gens à souper, c'est une bonne façon. Ça coûte moins cher que d'aller au restaurant. Et ça permet de faire toute la soirée quand il n'y a pas de couvre-feu. Ça nous permet de veiller aussi tard qu'on veut à discuter. Et ça nous rend heureux. Oui, en effet, ça fait... Oui. Être en bonne compagnie, ça rend vraiment heureux. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre parce que on parle, dans votre cas, c'est votre ami Wilfried qui vous a vraiment fait prendre conscience là de ça, comment on peut passer à vivre sans une vie de passion puis être dans l'hyperconsommation toujours. La phrase à la page 34, ça se dit ainsi: si j'apprenais que je devais mourir bientôt, qu'est-ce que je regretterais? Puis vous, quelle a été la réponse? J'aimerais ça que vous la dites aux auditeurs. En fait, si je devais mourir bientôt, ce que je voulais montrer là-dedans, c'est qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait. Oui. Parce que c'est sûr que sur notre lit de mort, on ne va pas regretter de ne pas avoir acheté la plus grosse TV parce qu'on aurait pu l'acheter, on l'avait eu, il y avait un spécial dessus. Puis ça, on va pas regretter ça à la fin, mais on va regretter de ne pas avoir fait les choses. Et plus loin dans le livre, je raconte que pendant que je traversais l'Atlantique en cargo porte-conteneurs, on a essuyé une tempête, mais j'ai vraiment eu peur. Oui. Vous savez, les vagues, c'est haut, les conteneurs sur le bateau, et les vagues frappaient là-haut, juste en haut des conteneurs. Là, ça n'aurait pas pris grand-chose pour qu'ils passent par-dessus. Et j'ai vraiment eu peur, et j'ai pensé que j'allais mourir. Là. Puis c'est très drôle parce que j'ai beaucoup voyagé, mais ça m'était jamais venu à l'esprit que moi, je pouvais mourir. Je m'inquiétais pour mon chum et mes chiens et ma fille à la maison, mais jamais pour moi. Et là, tout à coup, j'ai compris que j'allais avoir 50 ans, puis j'aurais pu mourir, là. Oui. Et ça m'a fait peur. Et tout de suite, j'ai eu comme un moment d'épiphanie en me disant, ce serait vraiment plate de mourir à 50 ans. Là, mais en même temps, j'étais obligée d'admettre que j'ai mené la vie que je voulais mener. Oui. Je vais pas regretter à la fin de ne pas avoir fait les choses que je voulais faire. Je les ai toutes faites. J'ai des nouveaux projets tout le temps. Là, je m'en vais en Jordanie parce que je prends des cours d'arabe et je m'en vais en immersion. Si je faisais pas les choses puis que je restais chez moi à acheter des choses comme mener la vie que je menais dans la vingtaine, j'arriverai à la fin, je serais déçue de la vie que j'ai menée. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma vie? J'ai acheté des affaires, j'ai gardé ma maison, puis là, je meurs, puis c'est fini. mais moi, je voulais pas que ma vie ressemble à ça. Alors, je peux vous dire que mon parcours n'est pas sans erreur, là, c'est la vie de tout le monde, mais j'ai fait des choses, et pour moi,
j'ai vraiment été, j'ai dépassé mes propres limites. Hein. J'avais extrêmement peur de voyager seule. Et à 39 ans, je suis partie sur la route de Compostelle toute seule. Parce que je m'étais dit, puis c'est un des gros actes de courage avec le fait que j'ai lâché mon emploi. C'est un des grands actes de courage que j'ai fait dans ma vie. J'ai affronté ma peur toute seule sur la route de Compostelle. C'est ça. Madame Gilbert-Dumas, nous allons poursuivre après la pause musicale, mais on voit que vous êtes une femme de choix aussi. Oui, oui. Alors, on poursuit. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ah, et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est. Sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Schiffer, on nous Paul Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette du ciel dévale, un désir qui nous emballe. Pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle.
Je suis avec Madame Gilberte Dumas, autrice du livre « Trop, c'est comme pas assez ». Madame Gilberte Dumas, on a vu que dans les débuts de l'émission, vous êtes aussi une personne de choix, une femme qui prend ses décisions en lien avec elle-même. Et ça nous amène à dire que lorsque on veut quand même vivre sa passion, lorsqu'on veut prendre certaines décisions difficiles, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être douloureux dans cette prise de décision, selon votre expérience personnelle? Oui, c'est le regard des autres. Parce que c'est très, j'ai écrit, j'ai publié en 2011 un roman qui s'appelle L'escapade sans retour de Sophie Parent. Et dans ce livre-là, c'est une mère de famille avec 2 ados, avec son conjoint et la belle famille et tout. Puis un jour, elle en a ras-le-bol, puis elle part toute seule dans le temps des fêtes 2 semaines dans le sud. Finalement, elle reste là 2 mois, mais quand elle revient, c'est plus la même personne. Et quand elle revient, c'est les autres qui veulent la forcer à reprendre la place qu'elle avait avant de partir. Et j'ai reçu pour ce livre-là tellement de courriels. C'était incroyable. Là, je recevais des courriels avant pour mes autres livres, mais celui-là, c'était une coche au-dessus. Mm-hmm. Et les femmes se reconnaissaient dedans en disant, même si je veux changer quelque chose, tout le monde autour de moi me retient, ne veut pas que je fasse ces changements-là. Et ce qui m'a fascinée, c'est qu'il y a des hommes qui m'ont écrit pour me dire, vous savez, vous avez raconté le point de vue d'une femme, mais c'est la même chose. Quand un homme veut changer des choses dans sa vie, tout le monde autour veut l'empêcher de faire ce changement-là parce que les autres comptent sur nous pour rester qui on est là puis faire les mêmes choses qu'on fait là. Alors, quand j'ai changé mon rythme de vie, les autres toujours comprenaient absolument pas. Là. Ma mère s'est pas remis du fait que j'avais laissé, elle disait une bonne job avec un fonds de pension, un gros salaire, une permanence. Puis là, pour être auteur, voyons donc, Mylène, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça que je voulais faire. Mais elle a jamais compris. Et malgré les prix que j'ai gagnés, parce que j'en ai eu plusieurs, elle était très fière de moi, mais elle n'avait toujours pas compris pourquoi c'était si important pour moi de faire ça. Parce que elle était de la génération des boomers. Une fois qu'on avait un bon emploi avec un bon salaire, on reste là. Et pour moi, ça s'était passé à côté. Si j'étais restée enseignante, je serais passée à côté de ma vie. Je sais que je serais pas. C'est pas parce que j'écrivais mes premières histoires, j'avais 7-8 ans. Là. J'avais vraiment ça en dedans de moi. Alors, le regard des autres est difficile. Puis des fois, c'est notre conjoint aussi, tu sais, qui ça l'intéresse pas du tout qu'on change les choses dans lesquelles on est. Les gens sont bien quand c'est confortable comme ça. Alors ça, moi, j'ai trouvé que c'est le plus difficile. J'étais très chanceuse parce que mon conjoint, l'homme avec qui j'étais, quand j'ai fait ces changements-là, il m'a épaulée. Il a trouvé que c'est vrai que j'avais ça en dedans de moi, puis il m'a épaulée tout le temps. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puis c'était pas le cas de tout le monde autour de moi. Quand j'ai arrêté de faire des cadeaux de Noël, ça c'est très drôle parce que pour moi, il y a une surenchère de cadeaux de Noël. Mm-hmm. Ça finit pas d'une année à l'autre. Faut que c'est toujours de plus en plus gros. Alors, et c'est sûr qu'une des choses où j'ai arrêté, c'était la première des affaires. C'était OK, les cadeaux de Noël, là, c'est correct. Là, moi, je vais cuisiner, je vais vous recevoir à souper chez moi, ça va faire mon affaire. Ma fille, je lui envoie de l'argent à Noël parce que c'est ma fille, puis elle est plus jeune, puis les jeunes ont tout le temps besoin d'argent. mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que parce que je sais que ça va y faire adoucir sa fin de mois. Mm-hmm. Mais pour les autres, moi, je suis invitée quelque part. J'apporte un de mes livres, j'apporte un pain que j'ai fait. J'invite beaucoup, souvent, à ma mère. Moi, chez nous, le plus difficile là, de la pandémie, ça a été d'arrêter d'inviter du monde à la maison. Oui. Il y avait toujours des vents chez moi. Même que j'ai un chien qui est archi-social. J'ai 2 chiens, mais j'en ai un qui aime le monde, qui serait parfait pour faire de la zoothérapie. Et lui était en dépression le premier confinement, il l'a pas pris parce qu'il y avait toujours des gens chez nous et du jour au lendemain, il n'y avait personne. Oui. Alors, il était toujours dans la fenêtre à guetter les voitures qui allaient passer en pensant qu'il y avait peut-être quelqu'un qui arrêtait chez nous. C'était triste en même temps. C'était incroyable. Je vous reprends au bon. Vous avez parlé de votre fille. Et qu'est-ce que vous diriez aux parents de jeunes enfants ou ados qui aimeraient transmettre là, cette simplicité volontaire déjà là dans la façon d'éduquer? Ben, je pense que premièrement, je vais vous citer ma voisine congolaise dont je garde la petite fille sa fille de temps en temps. Elle dit toujours les conséquences corrigent plus que les conseils. Alors, à partir du jour où elle m'a donné ça, c'est devenu ma devise un peu. Je fais attention quand je donne les conseils parce qu'effectivement, bien souvent,
c'est du vent. Mais je sais que l'exemple fonctionne. Et je le sais parce que ma fille était rebelle et qu'aujourd'hui, je la regarde vivre et elle vit encore plus simplement que moi. Mhm. Et vraiment, moi, j'ai gardé les voyages, j'ai gardé beaucoup de choses. Pour moi, qui c'était très important. Elle amène sa petite vie tranquille. Oui. Et ça, c'était pas le cas quand elle était ado. Là. Je vous ai dit, elle était révoltée. Elle me disait, moi, en tout cas, je choisirai jamais d'être auteur parce que je choisirai jamais d'être pauvre. Il y avait la colère là-dedans. Puis elle voulait la même chose que ses amis, les mêmes vêtements et tout ça. Oui. Mais ça paraissait pas ado, mais ça paraît maintenant. Maintenant, oui. Oui, En c'est tant ça. que jeune Ça a femme. commencé à apparaître déjà dans la vingtaine. Là. Oui. Je m'entends. Des fois, elle me parle puis je m'entends parler. Genre, mon Dieu, c'est moi dans ce temps-là. c'est mes paroles, ça. Mais c'est ça. Alors, c'est en fait par l'exemple, beaucoup. Si dans une maison, on valorise beaucoup l'achat des biens puis la grosse TV pour que quand on va en visite quelque part, on puisse dire qu'on a une TV plus grosse, là, Oui. ben ça, l'enfant, il apprend par mimétisme. Tout à fait. C'est ça. Alors, quand on est satisfait de ce qu'on a, puis qu'on est heureux avec ce qu'on a, puis qu'on est... Aussi, vous savez, il faut être conscient du luxe dans lequel on vit, même avec peu. Parce que même les gens sur l'aide sociale, ils ont l'eau courante et l'électricité dans leur maison. Mm-hmm. Bon, moi, je peux comparer. Je suis allée au Yukon souvent et mes amis beaucoup vivent pas d'eau courante, pas d'électricité. Mais même à l'époque de Nouvelle-France, notre niveau de vie aujourd'hui, le minimum qu'on peut avoir de quelqu'un qui vit seul sur l'aide sociale, il est encore plus luxueux que les plus riches seigneurs de Nouvelle-France. Oui, qu'est-ce que c'était? Je veux pas manquer ça parce qu'on est dans les dernières minutes, parce que je t'ai trouvé ça quand même surprenant, mais j'ai adoré ça. Dans le livre, vous avez parlé les bienfaits du journal de la gratitude. Oui. Parlez-nous-en. Oui, ça c'est très intéressant parce que je vous disais à un moment donné tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont nés avec le bonheur. Moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai comme pas de mérite, là. Je suis née comme Obélix dans Potion Magique, qui est tombé dans Potion Magique. Je suis née avec le bonheur, même dans les phases difficiles. Oui. Je souffre comme tout le monde, mais une fois que la phase est passée, je retrouve mon niveau de bonheur normal. Puis c'est ça. Je suis une hobbit comme dans le livre, le film ou le livre de Tolkien. Je le sais, ça. Mais j'ai fait beaucoup de recherches parce que je vois autour de moi, c'est pas tout le monde qui est à ce niveau, qui a ce niveau-là. Et en lisant sur ça, sur le bonheur, j'ai découvert qu'une des tactiques qui était le journal de gratitude, c'est celui qui est le plus recommandé pour les gens qui ont de la misère à être satisfaits de ce qu'ils ont, c'est de tous les jours prendre en note 5 choses pour lesquelles ils éprouvent de la gratitude. Il fait froid dehors, j'ai un appartement qui est chaud. C'est niaiseux, là, mais sauf que c'est pas tout le monde partout sur la planète. La semaine passée, il y a 2 bébés syriens qui sont morts dans les camps déplacés en Syrie. Parce qu'ils ont des tentes. Et ils ont reçu comme 30 cm de neige et il y avait alors, on est extrêmement chanceux. Alors, mais quand on focalise sur les choses qu'on a plutôt que de focaliser sur les choses qu'on n'a pas, naturellement, notre système se met à valoriser les choses qu'on a. Mais c'est sûr que si on fait, il y a des gens, vous connaissez sûrement les gens, vous savez, les chialeux, ceux qui sont tout le temps en train de juste focusser sur ce qu'ils n'ont pas. Exactement. Et ce qui ne marche pas, ben vous savez, vous êtes avec ces gens-là, puis au bout de 10 minutes, vous êtes épuisé. Oui. Alors, la personne qui focus sur toutes les choses extraordinaires qui leur arrivent, qui sont bonnes dans leur vie, ben tout à coup, est-ce qu'elle dégage est intéressant et les gens ont envie d'être entourés, de s'approcher de ces personnes-là. Au contraire de la personne qui chiale tout le temps, que tout le monde veut fuir parce que ça nous déprime. Alors, le journal de gratitude, je vous mens pas, je l'ai retrouvé dans 5 ouvrages différents de psychologues et de neurologues, même le docteur Lustig qui parlait de la dopamine au cerveau, là, puis la différence entre la sérotonine, la dopamine et le sucre qui est dans notre alimentation. Même lui conclut son livre en disant une des façons de se sortir de cette dépendance-là à l'achat, à la dopamine, à tout ce qu'on a besoin de nouveau, c'est de tenir un journal de gratitude. Si on n'est pas capable par soi-même de voir ce qui est trippant. C'est très intéressant, Madame Gilbert Dumas. Non, c'est qu'il y a tellement de super matière dans le livre. Il est tout petit en plus. Alors voilà, merci Madame Gilbert Dumas de nous avoir vraiment sensibilisés sur ce sujet. Moi, j'ai lu le livre. Il a été écrit aussi dans un style avec un brin d'humour. Ça nous permet une meilleure intégration du contenu. Donc, je le recommande. Et alors, c'est tout. Ainsi s'achève notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique.
Ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.